Ils sont venus de nulle part. Nous n'avions aucun avertissement. Pendant 10 000 ans, l'humanité n'a connu que la paix. Nous avons mis de côté les querelles mesquines de notre enfance, et nous sommes lancés à la conquête des étoiles. Lentement mais sûrement, nous avons traversé les vastes distances de l'espace, élargissant notre savoir et notre civilisation. Là où nous ne trouvions que le vide, de nouveaux avant-postes de l'humanité ont bientôt prospéré sur des mondes terraformés et d'immenses archéologies en orbite autour d'étoiles que nos ancêtres ne connaissaient que comme de lointains points lumineux. Des géantes rouges et des étoiles à neutrons, des nébuleuses et des planètes jumelles, des sphères d'astéroïdes et des soleils noirs. Et nous continuions à chercher. Nous avons découvert et exploré une corne d'abondance de merveilles astronomiques, mais la vie était un joyau plus rare que tout autre. Dans seulement une poignée de systèmes de toute la galaxie connue, avons-nous trouvé quelque chose de plus complexe qu'une amibe? Et la vie intelligente était le prix le plus rare de tous. Nous avons finalement appris que nous n'étions pas la seule race intelligente de la galaxie, mais les autres étaient anciennes, au-delà de la mémoire la plus lointaine de l'humanité, puissantes et incompréhensibles, et peu enclines à se rabaisser à notre niveau. Elles avaient leurs propres intérêts qui ne nous concernaient pas, et dans les immensités inimaginables du cosmos, nos chemins se croisaient rarement. Même elles avaient leurs limites, cependant, et nous avons vite appris les nôtres. Beaucoup des premiers rêves de l'humanité se sont révélés éphémères au réveil. Pas de téléportation, pas de transmutation des éléments, pas de voyage dans le temps, et malgré nos meilleurs efforts, pas de transport plus rapide que la lumière. C'était une ambition qui nous a consumés pendant des millénaires, et finalement, elle n'a abouti à rien. Nous nous sommes étendus sur plusieurs centaines d'années-lumière dans toutes les directions autour de notre ancien berceau, la Terre, mais nous l'avons fait dans des vaisseaux qui mettaient des années, voire des décennies, à atteindre même l'étoile la plus proche. Nous avions depuis longtemps conquis notre mortalité, donc cela était moins difficile à accepter qu'il n'aurait pu l'être. Les lois fondamentales de l'univers restaient au-delà de notre pouvoir de les briser, ou même de les plier, mais le corps humain lui-même. Nous sommes bien moins mystérieux que nous aimerions le croire. Vous pouviez être démonté et reconstruit avec autant de facilité qu'un ancien artisan démonterait une montre mécanique. Ceux qui souhaitaient voyager aux confins du domaine de l'humanité le faisaient à la vitesse de la lumière, leurs esprits capturés parfaitement dans des cartes neuronales et projetés photon par photon vers une ville dérivant sereinement en orbite autour d'une étoile lointaine. L'humanité avait tout ce dont elle pouvait avoir besoin ou envie. Vous pouviez passer 100 ans à visiter les métropoles scintillantes d'Orion et revenir n'ayant vieilli que de quelques jours, ou vous pouviez passer 100 secondes dans une simulation à méditer pendant un millénaire subjectif. Et puis ils sont venus. Nous les avons appelés les autres, ou les aliens, ou les voyageurs, ou l'espèce X. Mais surtout, nous les avons appelés les autres, parce que nous ne savions pas comment les appeler autrement. Ils étaient comme rien de ce que nous avions vu auparavant. La première espèce non humaine qui montrait un intérêt pour nous. Non pas que nous les ayons vus, seulement leur vaisseau. Ils n'ont fait aucune tentative pour nous parler. Ils ont juste attaqué. Nous n'avions aucun avertissement. Il était impossible qu'il y ait un quelconque avertissement parce qu'ils avaient quelque chose que nous n'avions pas. Cette loi de l'univers que nous pensions immuable n'était apparemment pas si absolue. Ils pouvaient voyager plus vite que la lumière. Je ne peux pas vous décrire le choc de voir leur vaisseau apparaître dans le système comme s'il venait de nulle part. Ils nous ont atteints bien plus vite que la lumière de notre étoile ne se reflétait sur leur coque, alors qu'ils s'approchaient de nous. C'était comme découvrir soudainement que la magie était réelle, et puis ce choc a été totalement éclipsé par une terreur paralysante lorsqu'ils ont ouvert le feu sur nous. Aucun avertissement, aucune négociation,
même pas un ultimatum. Ils nous ont apporté la mort en silence. J'avais vécu dans le système Arcadia pendant près de 20 ans à ce moment-là, un parmi plus de 100 milliards de citoyens dispersés sur 3 planètes, 5 lunes et des centaines d'habitats spatiaux de plusieurs kilomètres de large. J'avais fait de mon objectif pour les prochaines décennies de ma vie de visiter chacun d'eux et d'en apprécier la beauté. Même parmi les 1000 mondes de la diaspora humaine, Arcadia était célèbre pour sa culture, son art et la joie que ses habitants prenaient à créer un tel phare brillant de civilisation dans l'immense obscurité de l'espace. Si j'étais poète, je vous décrirais les arches de cristal qui surplombaient la grande concourse de l'orbite de Dédalus, où vous pouviez lever les yeux entre leurs treillis scintillants et voir les mers bleues saphir de la planète Elysium en dessous. J'ai été corporéalisé là-bas, après avoir été transmis depuis Aquila, et je n'oublierai jamais avoir trébuché à travers la foule sur de nouvelles jambes, les yeux levés et la mâchoire ouverte d'émerveillement. J'aimerais pouvoir vous dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, mais je ne pourrais pas lui rendre justice. Je vous dirai cependant que l'orbite de 10 kilomètres de long s'est brisée comme une sculpture de glace cassée alors qu'elle était découpée par des faisceaux d'énergie et est tombée en éclats scintillant comme du givre jeté au vent. C'est ce qui m'est venu à l'esprit en regardant, de loin, totalement impuissant à faire autre chose, alors que Dédalus mourait, sachant que plus de 50 millions de personnes mouraient avec elle. J'étais à bord d'Icarus, un habitat qui avait été réaménagé en station de recherche au cours des derniers siècles. Le plus petit parent de Dédalus, et comme notre homonyme, nous volions dangereusement près du Soleil. Contrairement à notre homologue mythique, cependant, nous savions ce que nous affrontions et avons pris des précautions sérieuses. Notre mission était d'étudier Arcadia elle-même de près et en détail, et à cette fin, nous étions renforcés et protégés contre ces humeurs violentes. Près de 2 millions de personnes vivaient assez heureusement, en frôlant les couches extérieures de sa couronne éblouissante. Nous avons tous regardé, la nausée de l'horreur rongeant nos entrailles, alors qu'un à un les plus grands orbitaux du système Arcadia étaient méthodiquement réduits en fragments. Nous avons vu les flammes des moteurs des vaisseaux essayant de fuir, seulement pour qu'un des autres apparaisse soudainement à proximité et les anéantisse avec des lances de lumière de la couleur des rubis. Et tout le temps, nous savions que le moment que nous regardions était déjà passé depuis plusieurs heures, et que les vaisseaux inconnus et monstrueux pouvaient apparaître à côté de nous à tout moment. Ils ont tué Arcadia, ils ont tué le système, traquant chaque orbital, chaque avant-poste et chaque vaisseau, avant de finalement tourner leurs armes vers les villes assises sans défense sur les planètes et les lunes. Il pourrait y avoir eu quelques survivants, dans une cabane en rondin, ou un petit établissement dans la nature. Ils n'ont pas pris la peine de détruire les biosphères. Mais au moment où ils avaient fini, plus de 99,9% des citoyens d'Arcadia n'auraient pas pu survivre. Il ne leur a fallu que quelques jours pour effacer plus de 100 milliards de personnes de l'existence. Puis ils ont commencé à festoyer, consommant les ruines des habitats orbitaux, les dépouillant de toutes les ressources utilisables. Utilisant des faisceaux d'énergie plus raffinés, ils les ont soigneusement découpés et ont pris ce dont ils avaient besoin, ne laissant que les plus lourds supports, brillants comme les os d'une baleine, chassés pour son huile sur l'ancienne terre. C'est lorsque le massacre s'est arrêté et que le sauvetage a commencé que nous avons réalisé qu'ils ne nous avaient pas vus. Quels que soient les moteurs brisant la réalité qu'ils utilisaient, leurs capteurs n'étaient pas meilleurs que les nôtres, peut-être même inférieurs. Ils ne pouvaient pas nous voir, abrités comme nous l'étions sous la couverture de la fureur flamboyante d'Arcadia. Mais nos capteurs avaient été calibrés pour l'environnement et nous pouvions les voir. Et pourtant, nous ne pouvions rien faire. Nous avons envoyé des messages aux systèmes les plus proches,
Mais ayant vu ce que nous avions vu, nous savions qu'ils n'arriveraient pas à temps. Nous n'avions pas d'armes. Pourquoi en aurions-nous eu besoin? Nous ne pouvions donc rien faire d'autre que regarder, alors qu'ils dépouillaient le système comme un essaim de sauterelles. Ils prenaient leur temps, ne voulant pas manquer une miette. D'abord des semaines, puis des mois passèrent. Nous étions en sécurité là où nous étions, et nous avions toute l'énergie dont nous avions besoin, mais notre capacité à survivre dans la couronne n'était pas indéfinie. Cela pourrait être des décennies. L'habitat était pratiquement un système fermé, presque autosuffisant, mais pas entièrement, et finalement, nous devrions partir. Si les autres avaient l'intention de rester, nous n'aurions aucune chance. Alors nous avons commencé à concevoir des armes. Nous avons cannibalisé des parties d'Icarus, démontant des équipements qui avaient été destinés à la poursuite de la science ou au développement de la technologie, et les transformant en une chose conçue pour tuer. Des socs de charrue en épée. J'ai donné l'expertise que j'avais, qui n'était pas négligeable. J'avais beaucoup voyagé à travers la galaxie, et j'avais passé des décennies à Centauri à apprendre la théorie des champs à haute énergie et la physique des particules. Notre IA, nommée Icarus, était plus sophistiquée que la plupart en raison de la nature dangereuse de sa mission. Avec de nombreux arrêts et revers, nous avons développé des armes capables d'accélérer une petite quantité de masse à une vitesse proche de celle de la lumière. Nous n'avions aucune illusion sur nos chances. Même si nous pouvions tirer sur eux, comment pourrions-nous les toucher alors qu'ils pouvaient se déplacer plus vite que nous ne pouvions les voir? Mais il semblait que nos choix étaient soit de nous battre, soit de mourir. Quelque chose de longtemps endormi s'est réveillé en nous. Nous étions humains, nous allions nous battre. Puis ils ont commencé à partir, avec aussi peu d'avertissement que leur arrivée. Après presque 4 ans de peur, les autres ont commencé à se déplacer. Ils avaient pris tout ce que nous avions, presque tout, et maintenant, comme un essaim de sauterelles, ils se déplaçaient vers le prochain terrain de chasse. Nous avons jugé d'après l'angle de leur vaisseau, avant qu'ils n'accélèrent à la vitesse de la lumière, qu'ils se dirigeaient vers notre voisin le plus proche, Aquila. Ils étaient à 6 années-lumière. Notre avertissement ne les atteindrait pas avant 2 ans. En calculant en fonction de la vitesse à laquelle les autres se déplaçaient dans notre système, ils seraient presque 2 ans trop tard. Ils ne sont pas partis tous en même temps. La plupart d'entre eux, une centaine ou plus, sont partis lors de la première vague, mais quelques dizaines sont restés pour continuer leur pillage des avant-postes mineurs. Un par un, ils sont partis aussi, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de leurs vaisseaux dans le système. Puis juste 4, et 3, et 2. Icarus en avait assez de se cacher, tant le vaisseau IA que ses habitants. Nous les avions vus détruire tout ce que nous aimions, et nous nous étions préparés pour la guerre. Nous n'étions pas sur le point de laisser cela se terminer sans nous battre, pas par vengeance, ni parce que nous ne pouvions pas supporter de continuer, mais parce que nous savions que si l'humanité devait survivre, nous n'avions qu'un seul espoir mince, nous devions capturer un de leurs vaisseaux. Ou du moins, un de leurs moteurs, le seul moyen possible d'avertir les innombrables milliards d'humains à travers la diaspora était de prendre un des moteurs plus rapides que la lumière des autres et de le rétroconcevoir, puis de sauter devant eux. C'était aussi la seule chance de résister à un autre génocide, car sans vaisseau de guerre FTL, même prévenu, le reste de la diaspora ne pourrait pas faire grand-chose, et nous étions les seuls à avoir la moindre chance de réussir. S'ils voyaient cela venir, ils pourraient facilement s'écarter, et nous mourrions un instant plus tard. Nous n'avions qu'une seule chance. Nous avions construit 6 accélérateurs armés, et nous en avons visé 3 sur chacun des 2 vaisseaux restants. Nous n'osions pas attendre qu'ils ne soient ne plus qu'un, au cas où ils partiraient ensemble. Nous n'avions qu'une seule chance,
Ils étaient dans le système intérieur, dérivant paresseusement à quelques minutes-lumière. Et nous avons calibré nos canons pour que les projectiles à tir rapide atteignent chacun d'eux simultanément. Nous n'avions qu'une seule chance. Nous avons attendu un jour après le départ du troisième vaisseau restant. Il n'y avait pas de raison d'attendre plus longtemps. Dès que nous étions sûrs qu'ils étaient tous deux en orbite stable, Icarus a tiré. Ce furent les 17 minutes les plus longues de nos vies. 8 minutes et 36 secondes pour que les projectiles atteignent leur cible. Et 8 minutes et 36 secondes de plus pour que nous voyions les résultats. Un coup, en un instant, un vaisseau a été transformé en un nuage de débris éclatés. Un raté. Au dernier moment, le deuxième vaisseau a fait une correction de trajectoire mineure, juste assez pour éviter involontairement les éclats mortels déchirant le vide vers eux. Leur première réaction a été de courir plus vite que la lumière ne pouvait suivre vers leur partenaire. Lorsqu'ils n'ont trouvé que des débris, ils se sont enfuis à nouveau. Il leur a fallu plusieurs minutes pour analyser les trajectoires et comprendre ce qui s'était passé. Ils sont arrivés à quelques milliers de kilomètres de notre proue, 21 minutes après que nous ayons tiré nos coups. Nous avions une chance. Nous avons échoué. Mais nous savions que l'échec était une possibilité. Nous étions donc préparés. En utilisant les siècles de données accumulées sur l'étoile Arcadia, et en partie basées sur mon expertise en physique des hautes énergies, Icarus et ses habitants ont conçu une arme capable de déclencher une éjection de masse coronale de niveau 1, une éruption solaire massive, en d'autres termes, assez grande pour couvrir des millions de kilomètres, trop aléatoire pour toucher quoi que ce soit à plus de quelques minutes-lumière. Mais si la cible était juste à côté de l'étoile, nous supposions que nous serions morts avant que l'onde de choc ne nous atteigne. Les armes des autres étaient toujours plus efficaces que les nôtres, et il n'y avait aucune raison pour qu'ils restent immobiles et nous laissent tirer à nouveau nos propulseurs de masse. Mais nous aurions au moins la satisfaction de savoir que nous ne mourrions pas seuls, et nos derniers mots pour eux seraient « Esquivez ça ». Les énergies dégagées par l'Arcadia rayonnante ont dû perturber leur capteur de ciblage. Ils ont tiré, mais ils ont raté, de seulement quelques kilomètres, mais ils ont raté. Ils ont tiré à nouveau, et se sont rapprochés un peu plus. Nous avons porté un toast à la fin avec tristesse et vin pétillant. Ils n'ont pas eu le temps de tirer à nouveau avant que le front de l'onde de choc ne les atteigne, s'élevant pour les frapper à la vitesse de la lumière. Cette première couche ne les a pas détruits, mais elle a dû perturber leur moteur, car bien qu'ils aient eu le temps de voir le reste de l'éruption arriver, ils n'ont pas pu sauter. Enfin, ils ont pu ressentir ce que cela faisait de voir la mort arriver plus vite que vous ne pouvez y échapper, de rester impuissant, sans moyen de s'échapper, ou de faire autre chose que de regarder. Le corps principal de l'éruption nous a frappés tous les deux quelques instants plus tard. Nos boucliers étaient conçus pour y faire face. Les leurs ne l'étaient pas. Nous avons survécu. Prudemment, veillant à ne pas trop solliciter notre coque endommagée, nous avons finalement quitté la couronne. Le vaisseau qui nous avait tiré dessus n'était plus qu'un trillion de particules de métal fondu brillant accélérant vers les confins du système solaire, mais son partenaire, celui que nous avions détruit avec notre premier tir, avait été épargné par la colère d'Arcadia. Il était en morceaux, mais c'étaient des morceaux assez grands pour être étudiés. D'une certaine manière, c'est seulement maintenant que le véritable défi commençait. Nous tentions de faire quelque chose que les efforts collectifs de chaque humain et IA au cours des 10 derniers millénaires n'avaient pas réussi à accomplir. Construire un moteur capable de voyager plus vite que la lumière. Nous ne savions pas combien l'épave d'un vaisseau nous aiderait, mais nous savions combien reposait sur notre succès. C'est peu après cela que les premiers appels de détresse ont commencé à arriver. Des systèmes plus éloignés dans la diaspora
suppliant de l'aide alors qu'ils étaient massacrés, tous venant de personnes mortes depuis des années, voire des décennies. Ils continuaient à arriver, et après un certain temps, ce n'étaient même plus des appels à l'aide, juste des avertissements, et toutes les données qu'ils avaient recueillies sur les autres avant que la fin n'arrive. Il y avait aussi des réfugiés, numérisés et diffusés dans les derniers instants. Nous les avons téléchargés dans des corps artificiels, dès qu'il y avait de la place pour eux. Il n'y en avait que quelques-uns. Il n'y avait tout simplement pas eu assez de temps. Plus auraient pu être sauvés, mais ils savaient que transmettre leurs données sur les autres était trop important. La plupart d'entre elles n'étaient rien que nous n'avions déjà vu par nous-mêmes, mais quelques petits morceaux provenaient de stations qui avaient été beaucoup plus proches des vaisseaux mortels, alors qu'ils semaient leur carnage. De notre point de vue, dans la couronne, il y avait des choses que nous avions manquées. Le dernier acte de ces stations avait été de diffuser ces informations à quiconque pouvait les entendre, juste au cas où il y aurait encore quelqu'un de vivant pour les utiliser. Nous les avons utilisés, en utilisant les morceaux du moteur que nous avions capturés, les données que nous avions recueillies nous-mêmes, et les données que nous avions reçues. Nous avons lentement commencé à comprendre comment fonctionnait le moteur plus rapide que la lumière. Il utilisait une physique qui nous était totalement inconnue, mais tous les indices s'étaient là. Petit à petit, nous avons compris la théorie, puis l'application, et enfin nous avons construit le premier moteur plus rapide que la lumière fonctionnelle de l'humanité. Pour notre premier test, nous avons construit un petit vaisseau contrôlé par une copie de l'IA d'Icarus. Cela a fonctionné, mais cela a déchiré le vaisseau dans le processus. La tentative suivante a été plus réussie. Bien qu'après son premier voyage, le vaisseau d'essai n'était pas en état de faire le voyage de retour. Le troisième vaisseau était plus grand, et il a survécu à un vol plus long, mais il était encore sérieusement endommagé, tout comme le quatrième. La frustration s'est accumulée sur la frustration. C'était presque comme si nous pouvions entendre les cris des milliards de personnes mourant, alors que nous échouions encore et encore. C'est le cinquième vaisseau d'essai, Icarus VI, qui a transporté le premier moteur FTL qui pouvait être utilisé sans se déchirer. Enfin, le moment était venu. Avec des souvenirs doux amers, nous avons dit adieu à Arcadia. Avec l'euphorie de notre succès et le cœur lourd pour les mauvaises nouvelles que nous apportions, nous avons mis le cap sur notre ancien foyer, la Terre. Cela nous faisait mal d'abandonner Aquila, mais nous savions tous qu'il était trop tard pour ce système et les milliards qui y vivaient. Cependant, si les autres continuaient leur schéma, ils y resteraient de plusieurs années, confiants qu'ils pourraient dépasser tout avertissement envoyé par Aquila. Nous avions le temps d'atteindre les systèmes suivants avant eux. Espérons-le. Nous avons trouvé Gliese et ses 170 milliards d'habitants, aussi vibrants que jamais, ignorant joyeusement le massacre qui balayait la galaxie autour d'eux. Nous avons pleuré, voyant en eux ce que nous avions perdu. Nous sommes restés juste assez longtemps pour les avertir, et nous assurer qu'ils comprenaient notre avertissement, et le prenaient au sérieux, et leur donner les plans de notre moteur FTL. Puis nous sommes allés à Tau Ceti, et Zenlong, et Starhaven, et Centauri, et une demi-douzaine d'autres, jusqu'à ce que nous atteignions enfin le centre du royaume de l'humanité, la Terre. Près d'1 trillion d'humains, d'innombrables IA, et toutes les ressources et connaissances accumulées de 10 000 ans de civilisation. Ils nous ont interrogés, chacun d'entre nous à bord de l'Icarus et l'Icarus lui-même. Ils nous ont interrogés de près, mais une fois qu'ils étaient sûrs que nous avions vu ce que nous disions avoir vu, ils n'ont pas discuté. Toute la force titanesque du cœur battant de l'humanité s'est tournée vers un seul but: construire une flotte pour la guerre. Icarus n'était pas un vaisseau de guerre. Il est donc resté en orbite de sol, mais beaucoup d'entre nous et de nombreux autres de ses citoyens, et une copie de sa conscience IA,
se sont engagés à se battre. Des traités longtemps oubliés des sombres jours anciens de la jeunesse violente de l'humanité ont été dépoussiérés et de nouvelles façons de combattre ont été développées pour l'ère du FTL. En quelques mois à peine, nous avions ce dont nous avions besoin, une armada. Lorsque les autres sont arrivés à Gliese, nous les attendions. Je pourrais vous décrire le choc qu'ils ont ressenti en découvrant que les proies, qui étaient censées être sans défense et inconscientes, étaient armées et prêtes pour eux. Mais je ne ferai que deviner. Ils ont dû être encore plus choqués de nous voir utiliser leur propre technologie contre eux. Mais quoi qu'ils aient ressenti, ils ne l'ont pas ressenti longtemps. Ils avaient des centaines de vaisseaux, nous en avions des milliers. Dès que nous les avons vus, nous avons activé notre FTL et chargé directement sur eux. La plupart d'entre eux n'ont eu que quelques minutes pour contempler ce qui les attendait, et certains en ont eu encore moins. Certains ont essayé de se battre, d'autres ont essayé de fuir. Aucun d'eux n'est allé loin. Nous avons écrasé la première vague à Gliese, puis nous nous sommes divisés. Certains sont restés pour attendre les retardataires, mais d'autres sont partis pour d'autres systèmes. Des éclaireurs avaient été envoyés aux confins de la diaspora et ont trouvé système mort après système mort. Nous avons pleuré pour la perte de tant de personnes et pour l'ère de lumière qui s'est terminée dans une telle obscurité. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Les autres avaient plusieurs flottes, se déplaçant de concert, chronométrées pour frapper avant que la causalité traditionnelle ne leur permette d'être vus. Un système élégant, toujours juste en avance sur le cône de lumière, mais un système prévisible. Nous avons préparé une réception similaire pour chacune d'elles à leur prochaine destination. Leur empire vagabond pourrait être mortel, mais il n'était pas efficace. Ils n'avaient que la capacité de fabrication qu'ils pouvaient transporter à bord de leur vaisseau, et il n'y avait que tant de choses qui pouvaient être récupérées des débris qu'ils créaient, alors que nous avions la puissance industrielle combinée d'une civilisation vaste et complexe. Comme tous les nomades, ils comptaient plus que tout sur le fait de frapper et de se déplacer avant que toute opposition ne puisse s'organiser. Leur seul atout avait été leur vitesse, et maintenant cet avantage était parti. Les bras de notre armada s'étendaient pour les embrasser. Un arc qui s'étendait sur une centaine d'étoiles, une douzaine de flottes distinctes, attendant les leurs alors qu'elles émergeaient du vide. Chaque fois, ils arrivaient pile à l'heure. Nous sommes venus de nulle part. Ils n'avaient aucun avertissement.